Allez, on se dépêche là, c'est pas l'heure des vacances et puis on n'est pas en avance sur le programme. Bon, oui, je sais, j'étais absent, c'est un peu de ma faute, mais il va falloir être plus réactif pendant les cours aussi. Bon, aujourd'hui, on va parler de Formule 1. En 2042, les voitures roulent désormais grâce au lait de fraise. Mais à l'époque, on carburait à l'essence. C'était une discipline qui était très intéressante. On va revenir sur le Grand Prix d'Europe 97 avec le titre de Jacques Villeneuve. Mais alors, qui est Jacques Villeneuve? C'est un pilote automobile québécois qui est né le 9 avril 1971. Il est le fils du regretté Gilles Villeneuve. Son père a remporté 6 victoires dans le championnat du monde de Formule 1. Il a piloté chez Ferrari pendant toute sa carrière, sauf lors de son premier Grand Prix. Il a également fini vice-champion du monde en 1979 derrière son équipier Jody Scheckter. Mais il décède en 1982 lors des qualifications du Grand Prix de Belgique suite à un accident. Et malgré une carrière très courte, Gilles Villeneuve a marqué l'histoire de la Formule 1 avec son pilotage très généreux. Jacques doit donc vivre avec cet héritage pas facile à porter pour le Canadien. Pendant le début de son adolescence, il reste éloigné des circuits automobiles. Mais la pression est trop forte et il décide de se lancer dans la même discipline que son père. Mais cela ne va pas être facile. Alors certes, le nom Villeneuve peut vous aider pour trouver des budgets en début de carrière. Mais ensuite, forcément, on va le comparer à son père et il aura beaucoup de pression sur les épaules. Il va être plus médiatisé que les autres pilotes de sa génération, ce qui peut aussi créer des tensions et de la jalousie. Son début de carrière est plutôt timide. Pour éviter d'avoir la pression des médias américains, il décide de s'exiler en Italie. Il participe au championnat de F3 local en 1990 et 1991. Son meilleur classement est 6e. En 92, il décide de partir au Japon pour faire de la Formule 3. À l'époque, ce championnat est réputé. Dans les années 90, le Japon est l'Eldorado pour les pilotes qui n'ont pas réussi en Europe. On retrouve Eddie Irvine, Damon Hill, Ralf Schumacher qui vont ensuite aller en Formule 1. Il termine deuxième de ce championnat. On est en 93 et il a gagné aucune compétition en monoplace, mais il a pris de l'expérience. Il a une solide pointe de vitesse. Son problème, c'est qu'il est irrégulier et parfois il perd un peu de son calme en course et il commet des erreurs. Il décide de continuer sa carrière aux États-Unis où son père et son oncle ont débuté. Il commence en Formule Atlantique où il termine 3e et meilleur débutant. En 94, il peut rejoindre le championnat kart. C'est un des championnats les plus importants de monoplace derrière la Formule 1. Là encore, il termine meilleur débutant avec une victoire. Mais surtout, il fait une très grande impression lors de la course la plus importante de la saison. En effet, il termine deuxième des 500 miles d'Indianapolis. Ce résultat lui permet d'être observé par les équipes de Formule 1. En 95, il fait encore mieux, avec le titre de champion et la victoire aux 500 miles malgré une pénalité de 2 tours. Cette victoire à Indianapolis lui permet de faire des tests en Formule 1 chez Williams pendant l'été. Il finit à moins d'une seconde de Damon Hill, le leader de l'écurie. Frank Williams, le patron de l'équipe, lui offre un contrat pour la saison 96. L'année débute en Australie sur le circuit d'Albert Parks et dès le départ, le pilote québécois est performant. Il profite également du fait de débuter sur un circuit inédit. Il va réaliser la pole position de son premier Grand Prix devant son équipier Damon Hill. En course, il va souffrir d'un problème qui va l'obliger à diminuer son rythme et à laisser la victoire à son coéquipier. Lors du reste de la saison, il va encore démontrer tout son talent avec notamment 3 victoires. Et malgré une première partie de saison où il est dominé par son équipier, il revient dans le match pendant l'été, ce qui lui permet de pouvoir encore se battre pour le titre lors du dernier Grand Prix de la saison. Il fait la pole position au Japon, mais la course est plus difficile. Il rate son départ, ce qui permet à Damon Hill de s'isoler en tête, et il sera obligé d'abandonner suite à la perte d'une roue pendant l'épreuve. Malgré cette dernière ratée, le pilote québécois a été remarquable au niveau de la performance. 96 était une année d'apprentissage. 97 sera l'année du titre. Williams est toujours dominateur grâce au moteur Renault et son châssis. Il sera numéro 1 de l'équipe car Damon Hill rejoint Arons. Il est remplacé par Hans et Ralf Frentzen. Et surtout, Ferrari est toujours dans une phase de reconstruction suite à l'arrivée de Michael Schumacher. Pour la saison 97, il est le grand favori du championnat. Mais cette année ne va pas être un long fleuve tranquille pour le Canadien. Ça commence dès le départ de la première course de la saison en Australie. Sa Williams se fait percuter par Eddie Irvine, le coéquipier de Schumacher.
Ensuite, sa saison est faite de hauts et de bas. Il a notamment un problème sur les phases de départ. Il va gagner les 2 Grands Prix suivants, puis lors du retour en Europe à Imola, patatras, il abandonne. Heureusement, Schumacher a encore des soucis techniques avec sa Ferrari. À Monaco, Williams fait une course catastrophique. Alors qu'il commence à pleuvoir, Ferrari décide de changer les réglages des 2 voitures pour les mettre en configuration pluie. Ils mettent aussi des pneus rainurés. Alors que Williams garde sa configuration pour le sec avec des pneus slick. C'est un mauvais choix et Jacques Villeneuve va connaître un calvaire. Lors de cette période estivale, Schumacher enchaîne les victoires. À la fin de l'été, avant le Grand Prix d'Autriche, le pilote Ferrari possède 10 points d'avance sur Villeneuve. La situation est donc très favorable à Michael Schumacher. Mais lors de ce Grand Prix, le pilote allemand ne finit que 6e à cause d'une pénalité alors que Villeneuve gagne la course. La malchance du début de saison semble terminée. Elle a peut-être même changé de camp. Lors du Grand Prix suivant sur le Nürburgring, Schumacher est obligé d'abandonner. Il est la victime collatérale du contact entre les 2 équipiers de l'équipe Jordan. Désormais, c'est Villeneuve qui a 9 points d'avance. On se retrouve au Japon. Si Villeneuve s'impose, il est champion du monde. Mais sur cette piste, Ferrari domine. Rien ne va pour le Québécois qui ne respecte pas les drapeaux jaunes lors des essais. Il est disqualifié du Grand Prix, mais il fait appel. Il prend part à la course, mais il ne peut rien contre les voitures italiennes. De plus, si l'appel du Québécois est rejeté, il sera suspendu pour le dernier Grand Prix de la saison. Une semaine après, il décide d'annuler son appel et il est disqualifié du Grand Prix. Désormais, Schumacher a 1 point d'avance au championnat sur le Québécois. Pour être champion du monde, Villeneuve doit finir minimum 6e et être devant le pilote allemand. En cas d'égalité, c'est le Québécois qui sera champion du monde car il a gagné plus de victoires que le pilote Ferrari. Le week-end démarre de manière particulière. Déjà, ce Grand Prix d'Europe ne devait pas avoir lieu. Au départ, la dernière course de la saison devait être le Grand Prix du Portugal à Estoril. Mais le circuit est considéré comme vieillissant au niveau de ses infrastructures et il est remplacé à la dernière minute par Jerez pour ce Grand Prix. Mais dès le jeudi précédent la course, la tension monte dans le paddock. Les infrastructures ne sont pas au niveau, la salle de presse subit de nombreuses coupures d'électricité et il est très difficile d'obtenir une ligne téléphonique de qualité pour les journalistes. Du côté des pilotes, ce n'est pas beaucoup mieux avec un circuit qu'ils considèrent comme inintéressant. C'est aussi un week-end émouvant avec le départ de Renault. Le motoriste français veut obtenir le titre pour sa dernière course dans la catégorie. C'est également l'heure de la retraite pour Ukyo Katayama, mais surtout pour Gerhard Berger. Le pilote autrichien est le plus âgé du paddock. Il a connu Enzo Ferrari et c'était l'équipier et l'ami d'Ayrton Senna chez McLaren. C'est une page de l'histoire de la Formule 1 qui se tourne. Lors des essais, Williams et Ferrari se cachent. Les 2 équipes ne veulent pas dévoiler leur jeu trop tôt. La Ferrari de Schumacher semble plus rapide, mais la Williams semble conserver un peu mieux les pneus. Il est samedi, 13h, c'est l'heure des qualifications. Lors de cette séance, vous avez 12 tours pour faire votre chrono. Jacques Villeneuve va faire un premier temps de référence qui sera battu très rapidement par Schumacher. Au bout d'une vingtaine de minutes dans cette séance, Villeneuve réalise la pole position provisoire. Moins de 10 minutes après, c'est au tour de Michael Schumacher de passer sur la ligne d'arrivée et il réalise le même temps au millième près. Au même moment, Villeneuve fait un nouveau tour rapide, mais il n'arrive pas à battre son chrono. Enfin, dans le dernier quart d'heure, Frentzen s'élance et il est en avance sur les 2 premiers intermédiaires. Mais il se rate complètement dans le dernier virage et il perd toute son avance, mais il réalise le même chrono que Villeneuve. On se retrouve à avoir 3 pilotes en tête de la feuille des temps à la fin de cette séance. Et c'est Villeneuve qui partira en pole position car il a réalisé son chrono en premier et il s'élancera devant Schumacher. Lors de la séance du warm-up du dimanche matin, les 3 pilotes sont très proches en termes de chrono. Cette séance permet de préparer la course et c'est Mika Häkkinen qui fait le meilleur temps. Sur la grille de départ, la tension est très importante avec Schumacher et Villeneuve en première ligne. Renault n'a pas le temps de célébrer son dernier Grand Prix. Chez Williams, par rapport à la qualif, on a changé de moteur. On a pris une spécification moins puissante mais plus fiable. Du côté de la stratégie, les équipes prévoient 2 arrêts au stand. Schumacher et Frentzen ont des pneus neufs alors que Villeneuve a choisi des pneus rodés, c'est-à-dire des pneus qui ont déjà réalisé quelques tours. Selon les ingénieurs pneumatiques, un pneu rodé aurait une durée de vie plus longue sur ce circuit. Tout le monde se méfie de Damon Hill sur son Arrows qui est 4e sur la grille de départ. En effet, contrairement à la majorité des équipes qui sont fournies par Goodyear, le champion du monde 96 a des pneus Bridgestone peut-être plus résistants. Il est 14h et c'est l'heure du départ. Villeneuve patine et ne profite pas de sa pole position. Schumacher le dépasse mais surtout Frentzen se jette à l'intérieur du premier virage
et il prend la deuxième place. Ce n'est pas le début de course espéré pour Villeneuve. Les pneus neufs ont permis à ses adversaires de prendre un meilleur envol. Pas de chance pour Schumacher, c'est que Frentzen lui met la pression. L'équipier de Villeneuve a un très bon rythme. On peut même se demander si ce n'est pas une stratégie de l'équipe anglaise. Après 5 tours, Villeneuve commence à trouver son rythme de croisière. Lors de la boucle suivante, il réalise même le meilleur tour en course. Au 8e tour, Frentzen s'écarte pour laisser passer son équipier. Le duel entre Schumacher et Villeneuve est enfin lancé. Les deux pilotes sont dans un autre monde. Leurs adversaires n'arrivent pas à tenir leur rythme. Surtout, Frentzen se bat désormais avec les McLaren de Coulthard et Häkkinen. Schumacher attaque et il augmente son avance sur Villeneuve qui n'est pas à l'aise avec sa voiture. Au 18e tour, le pilote Ferrari possède 5 secondes et 1 dixième d'avance sur son dauphin. Au 20e tour, Schumacher commence à rattraper les retardataires. Le problème pour l'Allemand, c'est que le circuit de Jerez est très étroit et il n'est pas évident de dépasser. Au tour suivant, Ferrari décide de l'appeler au stand. Villeneuve fait la même chose au tour 23. Désormais, le leader de la course est Frentzen devant les deux McLaren. Coulthard s'arrête au 25e tour, suivi de son équipier une boucle plus tard. Au 28e tour, Frentzen est le dernier des leaders à s'arrêter, et ce n'était pas vraiment la bonne stratégie, il ressort derrière les deux McLaren. Au 30e tour, Schumacher est devant Villeneuve, mais l'écart n'est plus que de 8 dixièmes. Derrière, on retrouve Coulthard, Häkkinen et Frentzen. Jean Todt n'est pas sur le muret des stands Ferrari. Il va faire une visite à l'équipe Sauber pour la deuxième fois du week-end. Il faut savoir que cette équipe suisse est motorisée par Ferrari. Au tour suivant, le duo de tête prend un tour à Fontana, qui pilote une Sauber. Le pilote retardataire laisse passer Schumacher, mais il bloque Villeneuve. On comprend que toutes les manœuvres sont possibles chez Ferrari, qui veut ce titre de champion. Et oui, l'équipe italienne attend cela depuis 1979. Cette action énerve le Québécois, qui attaque quitte à prendre des risques sur les vibreurs. Au 41e tour, il fait même un travers sur la piste, mais heureusement, Schumacher bloque ses roues au même moment. Lors du tour suivant, l'Allemand s'arrête au stand, suivi un tour plus tard par Villeneuve. Les mécaniciens de Williams font un excellent travail lors de son arrêt, en mettant 1 seconde de moins que la Scuderia. Villeneuve ressort donc dans les échappements de Schumacher. Mais pour le moment, la Williams est encore un peu loin pour lancer une attaque, mais elle est plus rapide que la Ferrari. Nous démarrons le 48e tour de la course qui en compte 69. Villeneuve va devoir attaquer car Frentzen n'est pas très loin derrière lui. Nous arrivons dans l'épingle. Elle arrive près d'une ligne droite et elle permet de faire des dépassements. La Williams est aspirée par la Ferrari et le Québécois se jette à l'intérieur. Il est à la limite du blocage de roue. Schumacher est surpris par cette action. L'aileron de la Williams est devant celui de la Ferrari. Il a donc gagné de virage. Mais Schumacher ne veut pas perdre le championnat du monde. Il décide donc de mettre un coup de volant vers la Williams. Le contact est important entre les deux voitures. La Williams poursuit sa route. La Ferrari atterrit dans le bac à gravier et elle ne peut pas repartir. L'Allemand s'enlise et il abandonne. C'est un petit peu le principe de l'arroseur arrosé. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. En 1994 en Australie, il avait fait la même chose, mais face à un autre pilote Williams, Damon Hill. Les deux pilotes avaient abandonné et Schumacher était devenu champion du monde. C'est une nouvelle affaire qui ne va pas plaire à la FIA, car après le Grand Prix, elle va disqualifier le pilote du championnat du monde. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Pour être champion du monde, Jacques Villeneuve doit marquer 1 point. Or, le contact a été rude. Le muret des stands de l'équipe est en ébullition. On vérifie la télémétrie pour savoir si la voiture est endommagée. Au même moment, Frentzen s'arrête au stand. Mais le pilote allemand va dans le stand Benetton et non pas Williams. Il a été ébloui par le soleil. Il perd beaucoup de temps et il glisse au 6e rang. Désormais, pour la victoire, seuls les pilotes McLaren peuvent dépasser Villeneuve. Le Québécois diminue son rythme, mais il doit faire attention. En effet, Irvine, le deuxième pilote Ferrari, ne possède que 11 secondes de retard. Or, le pilote irlandais n'est pas le plus tendre du peloton. Les McLaren attaquent et à 2 tours de l'arrivée, Coulthard se laisse dépasser par Häkkinen. C'est le Finlandais qui est choisi pour gagner la course. Il dispute son 96e Grand Prix et pour le moment, il n'a jamais gagné. Dans le dernier tour, le pilote McLaren dépasse Jacques Villeneuve qui ne résiste pas et Coulthard en fait de même. Mais avec cette 3e place, le Québécois est champion du monde. C'est la première fois qu'un Canadien obtient le titre. C'est la fête chez Williams-Renault. On peut même dire que c'est un soulagement pour l'équipe. Jacques Villeneuve était favori en début de saison, mais il a fait des erreurs avec son équipe. Ils ne se sont pas facilité la tâche. Au bout de cette saison éprouvante, il obtient le Graal de tout pilote automobile. La victoire de McLaren est un présage de la saison prochaine.
La suite de sa carrière sera beaucoup plus compliquée. En 98, il reste chez Williams pour défendre son titre. Mais le règlement a changé et l'écurie qui a dû se battre jusqu'en fin de saison pour le titre précédent n'a pas réussi à s'adapter à ces modifications. De plus, le moteur Mecachrome ne reçoit pas d'évolution pendant la saison. Et puis la McLaren domine la première partie de l'année alors que la Williams n'est pas évidente à conduire. La saison est compliquée et il termine seulement 5e du championnat. En 99, il décide de monter l'équipe BAR avec son ami et agent Craig Pollock. Malgré des moyens importants, la première saison est un calvaire avec 0 point marqué et beaucoup d'abandons. Il poursuit avec cette équipe jusqu'en 2003, mais les résultats ne sont pas incroyables avec pour meilleur classement au championnat une 7e place. Il est même écarté par sa propre équipe. En 2004, il remplace Trulli pour 3 courses chez Renault sans grand résultat. Il rejoint ensuite Sauber. Il ne terminera pas la saison 2006, remplacé par Robert Kubica. 97 est une saison importante. C'est la fin de la Formule 1 presque amateur à certains moments. En 97, Williams fait encore de nombreuses erreurs en stratégie, comme à Monaco ou sur les arrêts au stand. Mais dès l'année 98, cela ne sera plus possible. La F1 va devenir très professionnelle et il sera impossible d'être performant sans un gros budget. C'est ce que vont nous montrer McLaren avec l'aide de Mercedes et Ferrari. C'est aussi le début de la fin pour Williams qui va subir une longue descente aux enfers pendant des années où l'équipe va descendre dans la hiérarchie. C'est aussi le sommet de la carrière de Jacques Villeneuve et la consécration pour cette famille qui a marqué le sport automobile nord-américain. Jacques Villeneuve a réussi à se détacher de l'image de son père, contrairement à des Axel Merckx, Mick Schumacher ou encore Anthony Beltoise. Après cette course, on va aussi rentrer dans une période où la Formule 1 va perdre beaucoup d'équipes. Prost va disparaître, comme Arons, Minardi, Jordan. C'est aussi un peu la fin du spectacle en Formule 1 pendant quelques années. La discipline va connaître des périodes de domination avec McLaren, Ferrari et Renault. C'est presque la fin d'une ère en Formule 1. Allez, j'espère que vous êtes en forme pour les derniers mois de l'année scolaire parce qu'on va charbonner sévère pour finir le programme. À la prochaine. Et comme dirait ce grand philosophe français Gérard Rolls, vive le sport!